Donc, l'Observatoire des projets s'intègre dans un programme qui s'appelle le programme Aurore. L'idée du programme Aurore est de... Enfin, nous avons lancé ce programme parce que, on va faire un peu brut de décoffrage, parce que nous en avions marre de voir des grands projets se planter. Sur le fond, c'est quelque chose d'assez pénible, humainement parlant. Je suis quelqu'un... Enfin, nous sommes, je ne suis pas le seul, toute l'équipe autour de moi... Nous avons un profond respect pour le travail des hommes. Et nous trouvons que le fait d'avoir des projets qui ont consommé, j'ai fait partie des gens qui ont fait l'audit final du projet Gaïa à la Poste, le travail de maîtrise d'œuvre, 50 personnes pendant 5 ans, pratiquement jetées à la poubelle tel que, j'ai vu d'autres projets, Géode à la MPE, enfin il y a des tonnes de projets où vous avez des... Enfin on compte avec 1, voire parfois 2 zéros, et à la sortie rien. Pendant des années, des années, des années. Donc c'est quelque chose qui nous touche. Nous pensons que c'est, humainement parlant, pas génial. Nous pensons aussi qu'au niveau de l'économie française, le fait de maîtriser les projets est quelque chose d'absolument fondamental. On est dans un monde, enfin, je peux vous faire l'histoire sur le monde qui se globalise, c'est quelque chose que vous connaissez tous. Simplement, dans notre vision, les projets sont le vecteur du mouvement stratégique. Dans notre vision, une entreprise, qu'elle soit publique ou privée, si elle veut avancer, si elle veut déployer sa stratégie, elle doit passer par des projets. Et le fait de ne pas réussir ces projets, après on rentrera un peu dans le débat sur réussir, pas réussir, donc le fait de ne pas réussir ces projets est quelque chose qui pose des problèmes vraiment lourds à l'échelle de l'économie française. Nous sommes ambitieux. Nous avons lancé ce programme de recherche avec 3 axes de recherche. Le premier axe, c'est comment réussir un projet en particulier ou un programme en particulier. Bien sûr, en prenant en compte les facteurs de contexte exogènes et aussi les facteurs endogènes. Donc, quels sont les éléments qui permettent de détecter qu'un projet va avoir des difficultés? Quels sont les éléments qui permettent structurellement, dans le cadre d'un projet, de s'assurer que le projet va bien fonctionner. Pour le moment, nous n'avons pas de publication sur cet axe-là. Nous travaillons dessus, mais nous n'avons pas encore de publication là-dessus. Le deuxième axe, c'est l'axe des hommes. Enfin, homme, bien entendu, j'entends homme grand H. Nous pensons fondamentalement que les méthodes, c'est très bien, que les consultants, c'est génial, bien sûr, nous en faisons partie. Mais qu'in fine, un projet, c'est des hommes. C'est une entreprise humaine, quelle que soit sa taille, bien entendu, avec des règles. Enfin, la taille induit des complexités, etc. etc. Donc, on travaille sur l'axe homme et nous avons commencé à avoir quelques publications sur les compétences, les outils de diagnostic de compétences et aptitudes des chefs de projet et directeurs de projet. On a quand même un peu avancé dans cette partie. Pas de publications externes, mais les partenaires de recherche ont déjà reçu un certain nombre de publications. Le seul sujet sur lequel nous avons publié des choses, nous commençons à publier, parce que le programme de recherche est très jeune, il date de 2 ans pour commencer à publier. Si on veut faire des vraies publications scientifiques, il faut se donner les moyens, le temps, etc. La première publication qu'on va tenter, à la fin du mois prochain, une première publication basée sur l'observatoire. Donc ce troisième axe, c'est quels sont les moyens structurels que les entreprises peuvent mettre en place pour assurer la maîtrise et la réussite de leur projet. Donc, on est sur cet axe particulier, et sur cet axe, il y a des écrits qui ont été publiés depuis fin des années 90. L'un des pionniers du domaine, c'est un chercheur autrichien qui dirige un petit cabinet de conseil aussi, qui s'appelle Roland Garris, qui a publié en 1990 dans un congrès à Vienne, qui a théorisé le management par projet, et qui a été le premier à affirmer scientifiquement que si les entreprises mettent en place un certain nombre de moyens, elles peuvent recueillir des résultats objectifs et mesurables en termes de réussite de projet. Évidemment, il n'a pas pu établir un modèle détaillé, parce que sinon il aurait eu, je pense, il aurait été un bon candidat au Nobel d'économie, mais il a quand même... C'est un peu le papa, si vous voulez, de tout ce qui est la vague de PMO qu'on connaît aujourd'hui, qui dit qu'une entreprise, si elle met en place des moyens sur la formation de ses chefs de projet, sur l'unité d'appui au projet, qu'on appelle PMO dans le langage commun aujourd'hui, sur tout ce qui est référentiel, sur tout ce qui est capitalisation,
sur toute la partie pilotage, elle peut mieux faire naître les projets, elle peut mieux les appuyer et elle peut en apprendre. Et donc monter en maturité globale en termes de management des projets. Nous, le champ de la réussite des projets est un champ pour nous, la réussite en tant que telle, au-delà des questions de définition que j'aborderai dans un deuxième temps, est le résultat d'un certain nombre de facteurs dont une partie est légitimement aléatoire. Il y a la pertinence du choix de l'objectif du projet, qui est une question du commandement. Le commandement a le choix de dire je vais faire un projet pour aller là. Si là où il veut aller, si le cas d'affaires échoue, si le process projet a réussi et le cas d'affaires a échoué, pour nous, ce n'est pas un cas qui nous choque. Je suis désolé, c'est un choix, c'est un parti pris. Je vous expliquerai peut-être, si vous voulez, dans le détail tout à l'heure, on pourra zoomer sur cette partie-là. Pour nous, c'est la maîtrise du projet qui compte. Si le porteur du projet ou les porteurs du projet sont capables de le maîtriser, ils en feront ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent nous convient. Nous, on n'a pas de problème avec ça. Les cas qui nous ont fait mal dans la vie autour de nous sont rarement des cas où l'objectif était idiot. Les projets de transformation dont on parle, projets lourds qui ont une bonne partie RH, une bonne partie organisationnelle, une bonne partie système d'information, sont des projets où ce qui nous a semblé faire mal, c'est l'absence de maîtrise. Donc, nous, on est parti d'une idée empirique, on a développé un modèle, alors, pas nécessairement si empirique que ça, parce qu'on s'appuie sur les travaux de Garis et sur d'autres travaux depuis, sur d'excellents ouvrages de référence, PMBOK, CRISP, mais des ouvrages un peu plus lourds scientifiquement aussi, où nous essayons d'établir l'équation suivante. Et qui est l'objectif de cet observatoire? C'est d'abord, si maîtrise, alors réussite, et si non maîtrise, alors échec. Première partie de l'équation. Deuxième partie de l'équation, il y a des facteurs structurels, et là, notre ambition, c'est d'identifier ces facteurs, parce que le fait qu'il y a des facteurs qui influencent la réussite, ça, Garis l'a déjà prouvé il y a 20 ans. Il n'y a pas besoin de faire de la recherche là-dessus, c'est déjà, il y a une preuve, même s'il n'y a pas de détail. Mais nous, ce qu'on a envie, c'est de dire, voilà les facteurs qui peuvent expliquer la maîtrise, elle-même expliquant la réussite. Et nous avons divisé ces facteurs en 5 familles, donc les aspects liés à la capitalisation, les aspects liés aux ressources, les aspects liés à l'organisation, les aspects liés au pilotage et les aspects liés au référentiel. Et nous avons établi un modèle sur la base duquel nous avons lancé l'observatoire. Il vous donnera les résultats qu'on a obtenus. Je vais juste finir avec une ou deux phrases sur l'explication du modèle, parce que le modèle est important. Ça encapsule l'intention de ce qu'on cherche à prouver. Après, on verra ce qu'on arrive à prouver ou pas. La première équation, donc, on l'a posée, qui est maîtrise égale réussite, non maîtrise égale non réussite. Donc, on va essayer de prouver ça. Deux remarques. L'indicateur de réussite, nous avons exprès choisi la réussite du processus projet, non la réussite du cas d'affaires. C'est pas très, comment dire, j'essaie d'employer un terme sympathique, c'est pas très attractif du point de vue de la communauté scientifique, qui depuis aujourd'hui s'intéresse à la réussite au sens cas d'affaires. Mais pour nous, la réussite du processus projet, tout n'a pas été dit. Il y a des choses qui sont encore à dire dessus. Preuve, on n'a pas de formule pour nous. Deuxième avantage de parler de la réussite du processus projet, quand on parle de la réussite du processus projet, c'est est-ce que les trois fameux le triangle d'or qui sont respect du référentiel des exigences, respect des coûts, respect des délais, donc qui sont la manifestation de la réussite du processus projet en tant que tel, est-ce qu'ils sont respectés? Alors on a mis une barrière à moins de 15% des cas, on estime que ça réussit. Après, entre plus 15% et 50%, c'est le deuxième cran, et au-delà de 50% et abandonné, c'est le troisième cran. Donc ça, c'est la variable sur la réussite. La variable, pour modéliser la maîtrise, on a utilisé deux variables. Première variable, et ça c'est très empirique, c'est notre expérience sur le terrain qui nous a amené à ça. Et nous sommes très à l'écoute, si vous avez d'autres idées, n'hésitez surtout pas. D'ailleurs, une des deux variables s'est plantée. Elle n'a rien donné, ça a fait pchit. Mais il y en a une qui a superbement marché. La première variable, c'est de dire dans quelle mesure l'équipe, pour nous, la maîtrise, est
l'indicateur principal, c'est dans quelle mesure l'équipe est capable de se rendre compte qu'il y a un problème et qu'elle a le réflexe de communiquer autour du problème dès sa naissance. On tient la chose par le petit bout, je suis d'accord avec vous, mais il nous a semblé sur le terrain qu'à chaque fois que cet indicateur était KO, on n'était pas en maîtrise. Après, derrière, ça tire tout le processus de pilotage du projet, parce que le processus de pilotage du projet est supposé être assis sur un engagement clair, un contrat de projet et une capacité à se rendre compte s'il y a une déviation, et dire attention, il y a une déviation dès qu'elle apparaît. Donc ça, c'était la variable, le premier indicateur de maîtrise. Je vais faire durer le suspense, je laisserai à Elie le plaisir de vous dire ce qui en est sorti. Et le deuxième indicateur de maîtrise qui a fait un peu pchit, qui n'a pas bien fonctionné, c'est une fois qu'on s'est rendu compte qu'il y a un souci, dans quelle mesure l'équipe est capable de rétablir un engagement accepté par tout le monde. Parce que c'est pas tout de se rendre compte qu'il y a un souci, l'idée c'est d'être capable assez rapidement de rétablir une situation où, à nouveau, il y a un engagement qui convient à tout le monde. Et nous avons donné une échelle un jour à une semaine à 2 semaines, plus de 2 semaines. Là aussi, l'idée de la semaine, elle est loin d'être innocente, parce que pour nous, le pilotage d'un projet et même d'un programme, quel qu'il soit, se fait, l'échelle du temps est la semaine. Quand il y a un problème qui déstabilise l'engagement projet, normalement une équipe qui se respecte doit le jour même dire, acter le fait qu'on n'est plus dans le vert, le projet est dans le gris, dans le rouge, dans l'orange, peu importe, et communiquer autour, même si elle n'a pas de solution. Dire on est déstabilisé, on est en train d'analyser, on vient vers vous. Et essayer de trouver une solution dans la semaine. Au bout de 2 semaines, ça commence à être long, au-delà de 2 semaines, pour nous, c'est totalement suicidaire. Sauf que je me permets de dire que ce critère s'est avéré, au moins sur l'échantillon qu'on a examiné, bon, c'est corrélé à rien du tout, complètement orthogonal. Voilà le cadre, voilà le modèle qu'on cherche à valider. Je vais passer la parole à Elie qui va vous dire un peu, comment on a procédé, parce que c'est une entreprise scientifique qui cherche à rien vendre, qui cherche à donner des informations sérieuses, scientifiques, tout simplement, et qui, pour le moment, a réussi à trouver des choses, mais on n'est pas allé jusqu'au bout. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas affirmer, on ne peut pas généraliser. Donc je laisse Elie exposer les limites, puis après vous donner le contenu. Merci Fadi. Moi, j'aime pas faire durer le suspense. Donc, je vais commencer par vous donner les principaux résultats de cette étude. Ensuite, je vous explique comment on a procédé pour obtenir ces résultats. Donc, le but de l'Observatoire des projets est triple, si vous voulez. On manque en France aujourd'hui de données, pas uniquement en France, mais dans le monde. Sauf qu'en France, on a 0 donnée sur l'état des projets, c'est-à-dire la réussite et l'échec des projets. Alors, dans tous les cas, nous, on n'en a pas trouvé. Il y en a peut-être, mais nous n'avons pas trouvé. Il y a quelques études, pour être exhaustif, il y a quelques études, mais qui portent sur des secteurs, sur quelques secteurs. Donc, par exemple, dans le secteur de la santé ou dans le secteur de l'industrie, il y a des études, mais qui ne sont pas généralisables. Donc, la plupart des entreprises, des cabinets de conseil ou même des chercheurs se basent sur l'étude du Standish Group. Je ne sais pas si vous la connaissez, le Chaos Report. Donc, pour obtenir une idée quantitative de la réussite et des échecs des projets. Sauf que les données du Standish Group, même si ça fait des années, donc depuis 1994 qu'ils publient leur rapport annuel, leur méthode de travail est très critiquée. Donc scientifiquement, les méthodes du Chaos Report, si vous voulez, je peux vous donner des références scientifiques qui expliquent pourquoi les méthodes du Standish Group ne sont pas bonnes. Donc, on ne peut pas vraiment utiliser les données du Standish Group.